Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de nouveau de vous retrouver pour une édition spéciale consacrée à la gestion de l'islam en Belgique, état des lieux et perspectives. Nous entamons ce soir donc une série de rencontres avec des personnalités du monde musulman de Belgique afin d'évaluer la situation de la gestion de la deuxième religion de Belgique et surtout partager les idées et suggestions pour sortir de l'impasse et donner l'exemple. La Belgique a toujours été le bon élève dans la gestion de la religion islamique avec, dès 1974, la reconnaissance de la religion islamique et son financement par les pouvoirs publics. 46 ans après, la gestion de l'islam en Belgique pose problème pour l'État et aussi pour l'État belge et aussi entre différents belligérants. Pour ce premier numéro sur une série qui va venir chaque semaine sur la gestion de l'islam en Belgique, nous recevons une personnalité qui connaît bien le dossier pour avoir présidé l'exécutif des musulmans de Belgique avant d'aller vers un autre secteur aussi important qui est le financement islamique. Monsieur Boulif, bonsoir. Vous êtes un ancien président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Une première question, c'est Boulif. Quel est l'état des lieux de l'islam en Belgique et de la gestion de l'islam en Belgique? Bonsoir, salam alaikum à vous et à tous vos auditeurs. Merci pour l'invitation, aussi pour un sujet certes crucial, mais aussi d'actualité aujourd'hui. Alors, il est difficile de faire un état des lieux aujourd'hui de l'islam, parce que je pense qu'il faudrait plutôt parler de l'état des lieux des musulmans, parce que l'islam, alhamdoulilah, ne dépend pas de nous, et il fait son chemin depuis 14 siècles, et il y a quelqu'un qui s'en occupe très bien. Par contre, les musulmans et la gestion de cet islam est plutôt le temporel du culte musulman en Belgique. Voilà, vous avez cité la date de 1974, effectivement, qui reconnaît le temporel du culte musulman. Ce n'est pas la reconnaissance de l'islam ni des musulmans, c'est le temporel du culte musulman lié à quelque chose qui est tout à fait propre à la Belgique, qui est lié à notre constitution et à l'histoire de la Belgique, qui fait que la Belgique reconnaît, notre pays reconnaît un certain nombre de cultes au niveau de leur temporel. Et donc l'islam en 1974 n'a fait que suivre finalement cette lignée, si je peux dire, depuis les accords qu'il y a eu avec les autres cultes historiquement. Et donc cette obligation constitutionnelle fait que l'État belge a dû avoir un interlocuteur, parce qu'il fallait dialoguer avec quelqu'un pour certaines prérogatives. Et contrairement à ce que l'on pense d'habitude, et je n'aime pas du tout le terme, d'autant plus aujourd'hui, on n'a pas un organe représentatif des musulmans de Belgique, mais plutôt un organe qui est en charge du temporel, et c'est des aspects, disons, quasi administratifs pour lesquels il a la charge. Donc, 74 à aujourd'hui, ça fait quand même 46 ans, un peu moins d'un demi-siècle. C'est en même temps peu et beaucoup. Tout dépend de la perspective, si on doit se comparer aux autres cultes, ou bien si on doit se comparer à une présence relativement jeune, entre guillemets, des musulmans dans notre pays. Alors on peut pas être blanc ou noir, il faut être nuancé, parce que effectivement, on a aujourd'hui, l'actualité fait qu'on appuie surtout sur les effets, sur les aspects négatifs du temporel du culte musulman. Je parle même pas de la situation des musulmans eux-mêmes, peut-être qu'on peut y revenir, mais si on se concentre sur le temporel du culte musulman, on ne peut pas dire que c'est noir ou blanc. Il faut nuancer, et que sur ces 46 ans, il y a quand même un chemin qui a été fait. Maintenant, si on prend simplement le temporel du culte musulman, je pense qu'on est
qu'on est en phase. On va y revenir peut-être sur la gestion ou sur ce que devrait être l'organe, mais sinon, globalement, on est plutôt sur une échelle de 100. Ben, on peut dire qu'on est à 75 peut-être, parce que finalement, qu'est-ce qui était demandé à cet organe? Il lui est demandé de gérer, en tout cas dans une première phase, de passer les accords avec les autorités en ce qui concerne les principaux dossiers. En ce qui nous concerne, 4 dossiers, peut-être celui des médias. On ne va pas la présence, ou en tout cas la concession d'une heure, d'un temps pour les musulmans pour s'exprimer sur les chaînes, sur les radios et télévisions publiques. C'est un dossier effectivement qui n'a pas tellement avancé, peut-être un peu plus du côté de la Flandre, mais si nous nous focalisons, concentrons sur les 4 dossiers principaux, au niveau des accords, effectivement, un travail a commencé, celui de l'enseignement. Bon, il est un peu plus ancien parce que il y a eu une obligation quasi de commencer l'enseignement de la religion islamique au milieu des années 70, je pense que c'est en 1975, et donc là, il y a eu un accord avec le centre islamique et culturel de Belgique qui était plus ou moins officieusement reconnu comme l'interlocuteur par les autorités belges. C'est la grande mosquée de Bruxelles. Et donc, ce dossier de l'enseignement a été historiquement le premier qui a été finalement abouti, si on peut dire, dans la pratique. Il y a eu des cours d'enseignement de la religion islamique dans les écoles publiques à partir de 1975, je pense, les premiers cours. On a réglé ça, mais on n'a pas réglé le statut des enseignants. Donc, historiquement, ce premier dossier a commencé quasi après la reconnaissance du temporel du culte musulman. Maintenant, il y a eu des difficultés dans la gestion de ce dossier, effectivement, parce qu'il y a eu plusieurs interlocuteurs successifs. Il y a eu le centre islamique, comme je viens de le citer. Il y a eu un conseil des sages, puis un comité technique de l'enseignement de religion islamique en 1992, auquel j'ai pris part avec 3 autres personnes. Et puis, il y a eu un exécutif qu'on a appelé provisoire, et puis il y a eu les exécutifs successifs. Donc ce dossier de l'enseignement, il a une longue histoire. Aujourd'hui, au niveau des textes, je pense que je n'ai plus les dernières actualités, mais en tout cas, on peut dire que ce qui était le plus problématique quand je suis arrivé en fonction en 2003, c'est qu'il y avait des enseignants qui enseignaient depuis 25 ans, mais qui étaient vraiment dans une situation de précarité parce que chaque année, ils pouvaient être... leur mission pouvait s'arrêter simplement du fait de l'école ou du ministère de tutelle. Seboulif, si vous le permettez, actuellement, parce qu'on parle de la gestion actuelle, commençons par les derniers événements, à savoir cette accusation d'espionnage et d'ingérence depuis la grande mosquée de Bruxelles annoncée par le ministre belge de la Justice. Voilà. Mais donnez-moi 30 secondes simplement pour terminer. Je ne vais pas aller dans les détails, simplement pour dire que ce n'est pas noir ou ce n'est pas blanc. Il y a 4 dossiers. Ces 4 dossiers, il y a plus ou moins un accord, je pense. En tout cas, lors de mon mandat, les 3, le dossier de l'enseignement, le dossier des aumôniers et pour les prisons, mais aussi pour les centres, les IPPG, ainsi que le dossier des imams, au niveau des relations avec l'État, c'était bouclé. Donc les accords étaient bouclés, signés, il y avait un statut pour chacun de ces 3 dossiers. Il restait juste le dossier de la reconnaissance des mosquées, on peut y revenir plus tard, pourquoi il y a eu du retard dans ce dossier. Donc au niveau, disons, relations avec l'État, ces 3 dossiers sont en ordre depuis quasi 2004-2005. Maintenant, dans les faits, on pourra revenir plus tard sur qu'est-ce qui a été fait. Effectivement, il y a les enseignants aujourd'hui, il y a un statut où on les reconnaît, où la majorité sont nommés. Des imams aujourd'hui sont nommés, des mosquées sont reconnues, peut-être insuffisamment. On peut y revenir, mais disons que sur les 4 dossiers, c'est en cours. C'est en cours. Maintenant, au niveau de l'institution, et vous me posez une question d'actualité par rapport à la sortie assez
assez importante et gravissime, si on peut dire, dans le ton du ministre, M. Van Quickenborne, le nouveau ministre de la Justice, qui effectivement, moi, je ne vais pas m'attarder trop sur des aspects qui ne nous concernent pas, ni moi, ni en fait, je ne vais pas dire les musulmans de Belgique, mais cette affaire d'espionnage ou quel doit être l'islam de Belgique. Mais je vais en toucher deux mots et puis on va évacuer ça parce que pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est bien son intervention sur l'organe chef de culte. Après, sur l'espionnage, écoutez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ailleurs. Je pense que ce n'est pas une spécificité du Maroc si le Maroc le fait. Je pense que tous les États espionnent. On ne parle pas d'espionnage, on parle de services de renseignement. Et tous les États le font. La Russie, les États-Unis, le Maroc, la Belgique. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait, je ne vais pas dire, normal, c'est normal dans le chef des États. C'est de leur responsabilité. Donc moi, je ne vois pas quelque chose d'exceptionnel à ce fait-là. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est préjudiciable à la Belgique? Je n'ai pas les éléments pour juger. J'espère que non. Bon, le ministre, lui, a ses dossiers. Je pense qu'il faut laisser ça. Ça doit être réglé entre les deux États. Je regrette simplement, personnellement, je l'ai déjà dit, que ça soit passé directement dans le domaine, entre guillemets, public. Mais bon, on est dans une démocratie. Le ministre s'est exprimé au Parlement et il y a des noms, en tout cas un nom qui a été cité. Je pense que voilà, il faut aussi protéger dans un état de droit, il faut d'abord protéger les personnes et donc c'est quelque chose qui va se régler, je suppose, entre les États. Donc, est-ce qu'on peut encore parler d'ingérence dans la gestion du culte de la part d'un pays, alors qu'aujourd'hui tout le monde est sur YouTube et que sur YouTube, vous avez des milliers de prédicateurs qui sont écoutés à droite et à gauche et qui peuvent influencer aussi les croyants. Oui, mais c'est mal comprendre le dossier du temporel du culte. Nous avons ici un organe chef de culte qui a des prérogatives et qui a, qu'on l'en veuille ou non, une tutelle par rapport à un ministre, qui est ici le ministre de la Justice. Cet organe n'existe pas s'il n'y a pas la tutelle du ministre de la Justice, parce que c'est quelque chose qui est constitutionnel. Il faut un interlocuteur, et cet interlocuteur doit être reconnu par les autorités. Il faut un interlocuteur. Ça, on peut rien faire à ça. Maintenant, on a évacué la question de l'espionnage qui ne dépend pas de nous, et c'est quelque chose que les deux États doivent régler en bonne entente. Maintenant, la question de l'ingérence. Ce qui n'est pas, vous me parliez de sites et d'imams qui s'expriment. Oui, les gens peuvent s'exprimer. Nous n'avons aucun problème. Et personnellement, nous sommes libres, nous sommes une démocratie et tout le monde peut s'exprimer. Le problème que nous avons dans ce dossier, c'est que nous sommes dans un dossier qui concerne le temporel du culte, qui concerne les citoyens ou certains citoyens, c'est même pas tous les citoyens musulmans de Belgique, c'est certains citoyens qui sont les communautés locales, c'est vrai que c'est beaucoup de monde, ce sont les mosquées chez nous, les imams, les enseignants de religion islamique et les aumôniers dans les prisons et dans les EPPG. Donc, nous sommes en face de dossiers bien précis. Et là où on parle d'ingérence, c'est là où, des deux côtés, l'État belge et des États étrangers ont un mot à dire sur ces dossiers. Sachant que du côté, au niveau des États étrangers, ça ne les concerne pas. Moi, je comprends tout à fait que des États puissent, et c'est tout à fait normal, tous les pays le font, se disent, moi j'ai des intérêts par rapport à ma communauté, et je dois essayer de la préserver, de faire en sorte que tant qu'elle est marocaine, tant qu'elle est turque, tant qu'elle est albanaise, tant qu'elle est pakistanaise et qu'elle a la double nationalité, moi j'ai intérêt à faire en sorte que cette communauté évolue et évolue bien dans le pays d'accueil. Et je peux mettre des actions. Je peux faire des actions qui peuvent effectivement être des actions positives pour encadrer cette communauté. Là n'est pas la question. Oui, il y a aussi l'aspect sécuritaire. Ces pays-là craignent aussi que
que les croyants d'origine marocaine, turque ou ailleurs puissent être influencés par des mouvements radicaux. Mais de nouveau, on ne parle pas de l'islam de Belgique ou des musulmans de Belgique, on parle du temporel du culte. Et quand on parle du temporel du culte, ça concerne des choses bien précises. Et là, il n'y a pas lieu de prendre en considération ces aspects-là. Ce sont des dossiers purement administratifs et qui sont bien cadrés par la législation belge. Et c'est pour ça que ce dossier-là ne peut accepter ni une ingérence étrangère, parce que ça ne concerne pas finalement les États étrangers, et puis ça ne concerne pas l'État belge non plus. L'État belge, de par la Constitution, il a une tutelle sur les dossiers, mais il n'a pas droit à l'ingérence. C'est quelque chose qui doit rester purement autonome. Or, nous avons vu que durant les années, il y a eu des ingérences de part et d'autre, tant par l'étranger que par les autorités belges. Et ça, en tant que citoyen belge, ce n'est pas acceptable. Maintenant, vous me dites qu'il y a des possibilités que des personnes intégristes ou fondamentalistes, enfin tous les ismes qu'on utilise aujourd'hui, qui peuvent, les radicaux, c'est un danger. Mais bien sûr, ça c'est un danger. Mais je pense que quand on prend les dossiers que nous avons, que ce soit celui de l'enseignement, des imams, des aumôniers et des mosquées, il y a une législation belge qui fait que quelqu'un qui ne respecte pas la loi, ou quelqu'un qui... Je ne vais pas maintenant dire de quel islam. Il y a des gens qui sont plus rigoristes sur leur pratique que d'autres, ça les concerne. Mais tant qu'ils respectent la loi, je pense qu'il n'y a pas lieu de crier à toute une série de choses qui nous font peur aujourd'hui. Je pense que si un imam, ou si un enseignant, ou si un aumônier, il est prouvé que dans son comportement, il est quelque part, entre guillemets, comme on dit, prosélyte ou dépasse les limites de ce que lui permet la loi ou la citoyenneté belge, je pense que là, les autorités doivent intervenir comme elles interviennent sur tout citoyen de ce pays. Donc moi, je ne pense pas qu'il y a lieu de grossir la chose avec une loupe et de se dire il y a un danger là. Oui, il y a un risque que des enseignants soient radicaux, que des aumôniers soient radicaux. Bien sûr, ce risque existe, comme il existe dans toutes les sphères de notre société. Et ça, je pense qu'il y a la loi, c'est même pas quelque part à l'exécutif de jouer le gendarme. L'exécutif ou l'organe chef de culte analyse des dossiers sur des éléments concrets et objectifs, transmet ces dossiers pour reconnaissance pour certains d'entre eux, notamment les mosquées, les imams. S'il y a un problème avec une personne ou avec une mosquée, l'État doit intervenir comme il le fait sur d'autres aspects qui sont liés à la sécurité du pays. Et ça, ce n'est pas de l'ingérence. L'État, comme tous les États du monde, feront le nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait un ordre social et qu'on évite, bien sûr, ces dernières années, ça a été le radicalisme, et donc pour éviter que notre pays tombe dans le radicalisme. Oui. Alors aujourd'hui, on parle d'un islam pluriel du fait qu'il y a des mouvances. Il y a le Maroc, il y a la Turquie, il y a l'Albanie. Depuis quelque temps, les nouveaux venus, la Syrie, l'Irak. Alors, donc, c'est pratiquement impossible de parler de l'islam au singulier. On devrait. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut, il y a les deux types d'ingérence, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus, parce que aujourd'hui, en tant que belgo-marocain, au niveau du culte, effectivement, j'ai des contacts et des relations avec mes compatriotes qui sont d'origine marocaine, mais j'ai aussi un contact avec mes compatriotes mes concitoyens qui sont d'origine pakistanaise ou algérien ou turc, et ceux-là, ils ont des pratiques, effectivement, ils ont des madhahib qui sont différents, et nous devons apprendre aujourd'hui, nous musulmans de Belgique, en dehors de toute considération internationale, nous devons faire en sorte de nous asseoir et nous dire, voilà, l'État belge, bien sûr, ne va pas s'ingérer dans cet aspect-là, chacun pratique son islam tant que c'est dans le cadre, on ne dépasse pas les limites
de la loi belge ou de toutes les lois et les règlements en vigueur ici en Belgique. Ça, je pense qu'il faut être unanime à dire que le musulman se doit de respecter ces lois. Si on vit ici, soit on est né, soit on est venu, soit etc., soit on s'est converti, on est tous devant cette obligation de respecter la loi belge. Si on ne veut pas, s'il y a un élément qui nous dérange dans cette loi belge, alhamdoulilah, pour l'instant, c'est vrai que des fois, on se sent à l'étroit, on le voit avec l'abattage, etc., le port du foulard du voile pour les femmes. Effectivement, là, il faut, si on se sent à l'étroit, il y a une législation. Nous avons des députés et nous pouvons intervenir pour dire voilà, pour l'abattage, nous souhaiterions ceci, pour le voile, nous souhaiterions ceci. S'il y a des amendements, des changements législatifs à faire, ça doit se faire au Parlement et ça s'applique à tous les citoyens de Belgique. Et in fine, si on n'arrive pas, si on se dit c'est trop difficile pour nous pour vivre cet islam ici en Belgique, Ardullah wasi'a, comme on dit, on n'a qu'à aller voir dans d'autres cieux, mais on ne peut pas se dire voilà, on ne respecte pas la loi. Non, tous les citoyens doivent respecter la loi. Et c'est pour cela que nous devons nous mettre d'accord avec nos coreligionnaires qui sont musulmans d'origine d'autres pays, et puis aussi les convertis à des Belges, de se dire essayons de trouver un dénominateur commun pas vraiment à nos pratiques, mais en tout cas essayons de faire en sorte qu'on n'ait pas une pratique commune, parce que ça c'est le choix, c'est la liberté de chaque individu, c'est même pas d'une communauté, c'est chaque individu. Maintenant, il y a des éléments sur lesquels nous sommes interpellés, c'est pour ça que je parle des États étrangers. Si demain, comme l'a fait, je pense, ça a été fait en région flamande, on veut octroyer un jour de congé pour les fêtes musulmanes, l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Fitr. Pendant toutes ces années, nous avons vu des divergences. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais la plupart du temps, vous avez nos frères turcs qui, eux, suivent le calendrier fixe qui est fixé à Ankara, mais bon, c'est plutôt c'est le calendrier, disons, observé par aussi l'Observatoire de Bruxelles. Les autres communautés suivent l'Arabie Saoudite ou le Pakistan ou d'autres pays. C'est sur ces points-là que je voudrais que la communauté s'entende, pour dire qu'on est des citoyens belges et il faut ne plus écouter l'ailleurs pour se concentrer sur ce que nous partageons ensemble ici. Oui, mais c'est Boulif. Il y a des soucis un peu plus profonds. Par exemple, la connaissance lacunaire du référent islamique qui donne lieu à plusieurs interprétations différentes, pour ne pas dire parfois sauvages, des textes. Il y a un problème de formation et d'unification des discours. Mais je ne vais pas dire que c'est des problèmes secondaires, mais ce n'est pas des problèmes ces problèmes existent, mais quand on parle du temporel du culte musulman, c'est parce que moi je voudrais intervenir sur l'actualité aujourd'hui, qui est est-ce que nous avons un organe qui est prêt à continuer. Il y a un acquis, je l'ai dit, il y a un acquis, on ne peut pas le négliger, un organe qui peut continuer à gérer et puis répondre à des questions d'évolution de ce temporel de culte. Est-ce que nous avons cet organe aujourd'hui et qui représente, je ne vais pas dire les musulmans, mais qui est reconnu par les musulmans qui sont concernés par ces dossiers. Alors, ça, c'est la question fondamentale. Maintenant, qu'il y ait des avis différents, ce n'est pas cet organe. Cet organe n'est pas chargé de donner ses avis. Oui. Voyez-vous, oui, ça c'est les théologiens et les imams. Ça ne concerne pas cet organe. Et ça, on l'a réglé nulle part au monde. C'est pas nous, communauté musulmane de Belgique, qui allons régler. Mais l'organe s'occupe de la formation des imams et des prédicateurs. Écoutez, moi j'ai connu le centre islamique des années, disons 80. Des années 80 en ce qui me concerne. Il y avait un institut, on a suivi des formations, il y avait des professeurs marocains, des professeurs turcs, des professeurs de différentes, et puis il y avait des professeurs d'université ici en Belgique, de l'UCL notamment, en tout cas 2 de mémoire comme ça, qui m'ont enseigné sur différents aspects de la citoyenneté ici belge, de la sociologie, etc. Mais nous avions des professeurs qui étaient là, de mémoire de ce que je me souviens. C'est pas quelque chose qui m'a traumatisé, c'est pas quelque chose sur lequel nous avons pointé le doigt à l'époque. Donc, il est possible aujourd'hui de mettre sur pied un institut, maintenant, qui soit local,
bien sûr, c'est quelque chose qui est souhaitable, que les imams aujourd'hui soient formés à la citoyenneté, formés au contexte, à l'environnement dans lequel nous vivons, mais ça ne passe pas forcément par une formation qui est en Belgique. Elle peut être complémentaire ou de base en Belgique et puis terminée par des cursus qui sont de réputation mondiale, que ce soit au Maroc, que ce soit en Turquie, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit en Égypte, que ce soit au Pakistan. Il y a des instituts de théologie qui sont de très bonne réputation partout dans le monde. En Angleterre aussi, en France, il y en a aux États-Unis. Donc, quand on dit maintenant il faut absolument nos imams formés en Belgique, non, c'est pas ça. On peut être formé en Belgique. C'est ce que demande le ministère de tutelle, c'est ce que demande le gouvernement belge, non? Mais à nouveau, le gouvernement belge veut des garanties. Parce qu'il y a eu des dérapages, pas uniquement dans notre pays, et il n'est pas prouvé aujourd'hui. De nouveau, il faut aussi abattre un certain raisonnement qui dirait que nous avons un problème. Nous avons un problème avec nos imams. Certes, nous avons un problème avec nos imams d'une certaine génération, effectivement, qui n'ont peut-être pas fait l'effort ou les conditions ne leur ont pas permis de vivre ou de connaître le contexte local. Bon, ils vivent le contexte local, mais ils n'ont pas peut-être les outils pour aller plus loin, surtout à cause de la langue. Mais sur les centaines, peut-être je ne sais pas combien d'imams qui se sont succédés ici en Belgique, soit provenance du Maroc ou de la Turquie, nous n'avons pas eu des imams qui ont posé vraiment problème à l'État belge. On sait, la presse l'a mentionné, quelques imams ont dérapé sur certains sujets, on le sait, mais dans la grande majorité, ces imams, ils ont été convenables, certes. Ils ne parlent pas la langue, et c'est ça notre problème aujourd'hui, c'est que nous demandons aux nouveaux imams si les anciens ne peuvent plus, parce que maintenant il y a des générations qui, voilà, on entend chaque jour, il y en a qui partent, qui décèdent, donc il faut renouveler. Et nous avons aujourd'hui ici, dans notre pays, en Belgique, en France, en Angleterre, partout, des jeunes qui se sont formés soit ici, soit à l'étranger, et qui connaissent bien notre langue, et une de nos deux langues, et qui peuvent aujourd'hui correspondre à au souhait, entre guillemets, parce que je ne pense pas que c'est à l'État belge de dire quel type d'imam nous devons avoir. L'État belge doit nous dire nous devons avoir des imams qui respectent la loi et qui n'enfreignent pas la loi. Et nous, musulmans, nous devons dire que ça doit être des imams qui sont à la hauteur du message qu'ils doivent transmettre, de la formation du message qu'ils doivent transmettre aux fidèles et des formations éventuelles qu'ils vont donner aux jeunes. Il y a des jeunes qui sont... je ne vais pas citer leur nom, mais qui ont été formés ici en Belgique et qui aujourd'hui enseignent au Maroc, dans des universités marocaines. Tout à fait, on en connaît. Vous en connaissez. Donc nous avons ces jeunes qui ont grandi ici, qui connaissent parfaitement le français, mais qui ont fait l'effort d'apprendre l'arabe aussi, et qui sont aujourd'hui sociologues, en tout cas qui connaissent très bien l'islam. Ceux-là, ils enseignent dans des universités à l'étranger, au Maroc et ailleurs. Pourquoi n'enseigneraient-ils pas ici? Notre bonjour à Célie. Oui, nous allons inviter prochainement. De Rabat. Oui. C'est Boulif. Pourquoi il y a 30 ans, la pratique de l'islam en Belgique était plus apaisée, moins démonstrative, alors qu'aujourd'hui, la communauté musulmane cherche à affirmer son appartenance religieuse? Vous savez, il y a 30 ans, entre guillemets, je vais utiliser une expression qui est un peu brute, mais voilà, on rasait les murs. Nos parents qui sont venus ici, leur priorité, c'était travailler, faire vivre la famille, avoir un toit, éduquer leurs enfants le plus possible et le mieux possible. Ils avaient leurs propres difficultés. Ils sont venus avec un islam qui est traditionnel, qui est un islam qui a été, dans la plupart du cas, en tout cas les gens qui sont venus ici en Belgique, des personnes qui sont venues avec un islam disons, traditionnaliste, qui est celui hérité des parents. Et donc, cet islam-là ne revendiquait pas trop, et ça arrangeait, bien sûr, les autres concitoyens belges. C'était des gens qu'on ne voyait pas beaucoup, qui travaillaient bien, qui rentraient chez eux, ils ont contribué au développement, à l'essor économique de notre pays. Donc, voilà, ils ont eu des enfants.
Il y a ses parents, souvent, je ne vais pas de nouveau généraliser, mais ses parents, souvent, avaient très peu de formation et donc souvent ne savaient pas lire et écrire. Donc, forcément, ils étaient quasi invisibles. Mais on ne peut pas demander la même chose à leurs enfants. Leurs enfants ont étudié, certains de grandes études, et leur rapport par rapport à l'islam, il a changé. Il y a bien sûr l'actualité internationale qui fait que depuis maintenant plusieurs décennies, l'islam, c'est pas propre à la Belgique, est au devant de l'actualité. Mais ces jeunes, aujourd'hui, je regrette, mais à partir du moment où on a un savoir, on a fait des études ici en Belgique, on ne lit pas la religion de la même manière que nos parents qui l'ont hérité. Il a vu son père prier ou sa mère prier, il fait la même chose, il fait le ramadan, etc. Donc, c'était limité à ça. Quand le jeune aujourd'hui prend des livres qui sont tout à fait respectables, qui sont pas contestables, des livres sur l'islam, il voit que l'islam a une certaine dimension. Et cette dimension-là fait qu'il appréhende sa religion d'une autre manière. Et globalement, dans les 90%, enfin 90%, 95% ou même 99%, ça marche bien. Ça marche bien. Il y a eu des événements douloureux, on peut y revenir, qui font que les projecteurs sont sur ces aspects-là, mais globalement, ces jeunes, moi y compris, quand j'ai appris mon islam ici dans des livres en français, on les comptait sur les doigts d'une main, faits par des orientalistes ou par des musulmans algériens ou pakistanais, etc., traduits en français, nous avons découvert une certaine dimension de l'islam. Moi-même, si je prends mon parcours, mon père, c'est vrai qu'il m'en a parlé un tout petit peu, mais pour un objectif bien privé, qui était celui d'acheter une maison en Belgique. Et voilà, riba par riba, intérêt par intérêt. C'est comme ça que moi je me suis intéressé à la chose. Mais la plupart des musulmans qui sont venus dans les années 50, 60 et même début 70, les questions économiques en islam, ce n'était pas quelque chose qui était traité, peut-être un peu la zakat et encore. Donc, ce n'étaient pas des questions qui étaient soulevées. Leurs enfants qui ont aujourd'hui, une éducation, et puis, on est interconnectés aujourd'hui dans le monde, ce qui fait qu'on parle de sociologie musulmane, on parle d'économie musulmane, on parle d'histoire musulmane, on parle de toute une série de choses, et ces jeunes-là, aujourd'hui, sont confrontés à une autre dimension de l'islam que leurs parents ne connaissaient pas, ou pour des raisons de l'époque, de leur venue au départ, ils avaient d'autres préoccupations que de s'occuper d'une série de choses. Et puis il y a le nombre aussi. Si on se souvient de l'abattage rituel, c'était quelque chose qui se faisait, pas dire en catimini, mais qui était autorisé, qui se faisait proprement et même dans les maisons, etc. Mais aujourd'hui, vous avez ce qui pouvait se faire à cette époque-là et que les Belges connaissaient, les autorités donnaient, comment on appelle ça, des agréments pour faire ça à la maison. Donc, ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, vous avez plusieurs centaines de milliers de musulmans. Donc, la question pour gérer ça est autre. Donc, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte par rapport aux acteurs qu'il y avait hier et qu'il y a aujourd'hui. Oui, alors nous recevons quelques avis de quelques internautes qui nous suivent. C'est Abdelrahman Al-Khafil, diviser pour mieux régner, les musulmans doivent s'unir pour gérer leurs affaires eux-mêmes sans ingérence externe ou belge. Nous avons eu d'autres interventions. C'est Khalil Chiri qui nous remercie pour cette initiative et d'autres encore, je reviendrai par la suite. J'aimerais revenir à notre point de départ, la gestion du culte par l'exécutif. Alors, d'après vous, c'est 75% blanc et 25% gris. Oui. Je ne parle pas de l'exécutif lui-même, je parle des dossiers sur lesquels… Les dossiers de la gestion de l'islam. Voilà, il y a des dossiers sur le temporel du culte musulman. Il est, je vais pas dire qu'on peut toujours faire mieux, mais bon, finalement, on a aujourd'hui pour le statut des enseignants,
qui sont aujourd'hui nommés. Il y a certainement encore des choses à améliorer, mais les enseignants sont là. Bien sûr, maintenant, il n'y a plus qu'une heure, je pense, de religion musulmane. On ne sait pas où ça va finir, mais on a des enseignants qui sont aujourd'hui, qui ont un statut, qui sont nommés. On a des imams aujourd'hui, on a des imams, si leur mosquée est reconnue, si je me souviens bien, les imams peuvent être reconnus. Nous avons des aumôniers dans les institutions pénitentiaires de notre pays, ainsi que dans les IPPG. Eh bien, nous avons, à l'époque, je pense, négocié, obtenu 18 aumôniers qui sont aujourd'hui payés par l'État. Et puis, il reste la question des mosquées, effectivement, des communautés locales. Il y a des textes aujourd'hui qui régissent ça entre les régions, puisque la reconnaissance des communautés locales, à savoir les mosquées, c'est régi par les régions. Et donc, aujourd'hui, il y a des textes qui font que n'importe quelle mosquée de notre pays qui souhaite être reconnue pour avoir, notamment, pour se voir combler de son déficit par la région et éventuellement d'autres interventions, je ne sais plus, pour le bâtiment, pas l'achat, mais en tout cas pour certains travaux, je pense que les provinces peuvent intervenir. Mais soit, les textes sont là. Maintenant, l'exécutif, bien sûr, ça évolue. Notre législation, notre réglementation évolue, donc il faut continuer. Il y a des textes qui ont été validés depuis maintenant, à part celui des mosquées, tous les autres, depuis 2004, 2005, c'est en ordre. Maintenant, il y a des évolutions, et ces évolutions-là doivent être gérées par l'exécutif ou par l'organe chef de culte. Alors, un autre internaute, c'est Boulif, qui dit que l'organe doit être voté par les musulmans et non imposé. Oui, alors maintenant, ce qui est malheureux, c'est qu'en 1998, il y a eu toute la gestion sous-traitée quasi au centre islamique tout au début, puis il y a eu un conseil des sages qui a été imposé. La Belgique à l'époque a cru bon faire, souvent on suit la France, donc la France a décidé d'imposer un organe qui était le CORIF à l'époque. Je pense que c'était sous Chevènement, mais en tout cas le conseil représentatif, le CORIF. On a eu notre conseil des sages qui était quasi une copie de ça, où les autorités ont été chercher quelques personnes et ont dit voilà, ça ce sont vos représentants. Ça n'a pas duré long feu et ça n'a pas marché, donc ça s'était imposé. Puis il y a eu un conseil supérieur des musulmans de Belgique qui a été élu par la communauté musulmane, mais à l'époque, les autorités belges étaient en froid, même s'ils ont souhaité ce processus, mais comme ils étaient un peu en froid avec la mosquée, la grande mosquée de Bruxelles, et que c'est elle qui a un peu organisé ces élections, même si elles étaient faites dans toutes les mosquées, dans beaucoup de mosquées du pays, donc n'a pas reconnu les résultats de ce processus, qu'il y avait quand même une trentaine ou 35 000 personnes qui avaient participé. À l'époque, c'était beaucoup, on est en 1991, et puis il y a eu le processus de l'exécutif. Oui, nous sommes arrivés en 1998, pour ne pas aller vite, ne pas aller dans tous les détails jusqu'à l'accord, nous sommes arrivés à un accord avec les autorités en 1998 pour qu'il y ait un organe qui soit élu par la communauté musulmane de Belgique. Et donc là, il y a eu un accord qui est là, que j'ai ici, qui est connu de tous, qui a été validé quand nous l'avons finalisé, il a été validé par près de 1000 personnes à la salle de la Madeleine. On a exposé de tous les détails de ce texte et il a été validé. Et c'est sur ça qu'on a organisé les élections de 1998. Là où il y a eu un problème, c'est des élections démocratiques, mais les autorités n'ont pas poussé la démocratie jusqu'au bout. Donc, il y a eu ingérence. Il y a eu ingérence à ce moment-là. C'est vrai que certains vous diront, mais quelque part, il était écrit que les autorités avaient un droit de regard. Mais il était dit que c'était un droit de regard motivé et motivé comme cela doit être dans un état de droit. Or, ce qui s'est passé, c'est on a dit tout le monde a loué les musulmans, même tous les pays occidentaux à l'époque ont dit la Belgique, masha'Allah. La Belgique, c'est vraiment, ils sont arrivés à la solution, ils ont élu leur organe, 70 000 ou 72 000 inscrits, une trentaine ou 35 000 de personnes qui ont voté. À l'époque, c'était beaucoup parce que nous avions, je pense, entre 120 et 130 000 personnes qui pouvaient voter, donc c'était plus ou moins le quart qui s'était
qui s'était prononcé. Donc nous avons un organe, et tout le monde loue cet organe. Les autorités belges, les autorités étrangères disent voilà, la Belgique est arrivée à un processus qui finalement est démocratique, et ça ne se fait même pas dans les autres cultes. C'est vrai que les autres cultes sont organisés autrement. Mais nous n'avons pas eu de hiérarchie, on est arrivé à cette solution. Mais finalement, les autorités, à ce moment-là, après coup, donc s'il avait dit avant, mais après coup, disent voilà, vous avez élu 68 personnes, vous proposez 17 personnes qui seraient l'exécutif des musulmans de Belgique, on va appeler ça un conseil d'administration, mais je n'accepte pas, donc je fais un screening, et voilà, la moitié, je n'accepte pas la moitié pour siéger à l'exécutif. Donc finalement, on dit vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde, c'est comme ça, on est qualifié pour la Coupe du Monde. On est qualifié pour la Coupe du Monde parce que tout le monde est ravi, la Belgique est qualifiée, en tout cas les citoyens musulmans de Belgique sont qualifiés, mais vous ne pouvez utiliser que votre équipe réserve. C'est ce qui s'est passé. Oui. On a mis, avec tout le respect que je dois aux frères et aux sœurs qui ont eu les fonctions à ce moment-là, mais c'était finalement par défaut. Par défaut, puisque l'État a supprimé, en tout cas, n'a pas autorisé. Voilà, c'est exactement ce que dit. J'aimerais aussi rebondir sur nos internautes, parce qu'il y a beaucoup de réactions. C'est exactement ce que dit Saïd Ftouh El-Habib, qui dit que ce n'est pas l'ingérence externe qui a saboté l'exécutif des musulmans de Belgique, c'est l'ingérence interne et surtout le Parti socialiste. C'est Mohsin El-Moudden que nous saluons. Il dit qu'il faut dépolitiser l'exécutif, première urgence. Il a parlé d'ingérence, mais ça, on a commencé avec l'émission, beaucoup de réactions. Aujourd'hui, en dehors de cette ingérence ou pas de l'État belge, il y a division de la communauté musulmane. Notre objectif, à travers cette série d'émissions que nous allons organiser, c'est de partager les idées pour rapprocher les points de vue et faire disparaître les divergences. Est-ce que vous êtes optimiste et qu'est-ce que vous proposez à faire dans ce sens ? D'abord, laissez-moi juste une chose. Il y a eu l'ingérence du Parti socialiste, c'est vrai, à un moment crucial, effectivement, que j'ai vécu personnellement, mais il n'y a pas que. Ce dossier a été depuis longtemps politisé jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que le Parti socialiste, mais c'est vrai que il y a eu un gros couac au moment de la gestion socialiste du dossier. Vous en avez payé les frais, malheureusement. Oui, mais bon, comme on dit, c'est pas que je ne regrette rien, ça a été douloureux et ça me poursuit encore aujourd'hui, mais alhamdoulilah, c'est quelque chose dont je ne peux être que fier. Alhamdoulilah. Les retombées qu'il y a eu après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me concerne. Chaque fois qu'on touche à ce dossier, c'est quelque chose qui me rappelle. Et un mal qui ne vous tue pas vous immunise. Voilà, mais bon, c'est quand même dur, c'est quand même dur. C'est pas le fait en soi, effectivement, c'est pénible, c'est dur, et quand on voit quand on entre là-dedans, qu'on voit ce qui se passe, je l'ai dit à plusieurs occasions, des fois, ce n'est pas digne d'un État de droit, démocratique, ce que j'ai pu observer, mais c'est la suite qui est pénible, c'est l'injustice, et cette injustice qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, on nous a privés de notre choix en 1998, on nous a privés de notre choix démocratique et qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut jamais, si je dois quelque part donner une leçon, mais je suis peut-être mal placé pour le donner, c'est ne jamais interrompre un processus démocratique. Un processus démocratique, quel qu'en soit le résultat, il faut le respecter quand on est un État de droit. Après, l'État de droit doit réagir. Si ce processus-là, ce résultat-là contrevient aux règles de l'État, aux lois de l'État, là, bien sûr, l'État doit intervenir. Mais casser un processus électoral, on l'a vu partout dans le monde, chaque fois qu'on a cassé un processus démocratique, ça a été très pénible pour se relever. Maintenant, vous parlez de comment unir les musulmans. Maintenant, on parle de quoi? Donc, je reviens toujours à cette question fondamentale. Est-ce qu'on parle du dossier de l'organe chef de culte ou bien d'unir les musulmans? C'est deux choses qui sont tout à fait différentes. Mais je m'explique. Peut-être que je me suis mal exprimé. Il y a effectivement ce bureau représentatif des musulmans qui est là pour gérer l'islam en Belgique
Mais la dernière émission que nous avons consacrée à ce sujet-là, il y a eu des gens pour défendre l'exécutif, d'autres pour casser l'exécutif. Donc il y a un malaise au sein de la communauté qui est divisée au sujet de ses représentants. Oui, alors maintenant, il faut séparer l'organe des personnes qui le gèrent. Les personnes qui le gèrent, elles passent et elles sont élues et puis elles passent. Et j'ai dit que globalement, alhamdoulilah, nous avons des dossiers qui sont plus ou moins aboutis. Maintenant, ça ne veut pas dire que quelque chose qui est abouti, finalement, il faut accepter dans n'importe quelle condition. Moi, ce que je reproche aujourd'hui à l'organe chef de culte aujourd'hui, c'est que, quelque part, il est imposé à la communauté et surtout aux dossiers, aux mosquées, aux imams, aux aumôniers et les enseignants, et par ricochet à la communauté musulmane de Belgique. Pourquoi? Parce que un organe, ça doit être quelque part représentatif. Même si, je vous dis, ce n'est pas un organe qui représente les musulmans de Belgique, c'est un organe qui représente uniquement sur le temporel du culte, sur les 4 dossiers dont je viens de parler. Mais même si c'est que sur ces 4, ce n'est pas sur le halal, ce n'est pas sur le haram, ce n'est pas sur n'importe quelle question théologique qui peut se poser aux musulmans, ce n'est pas les prérogatives de cet organe. Maintenant, sur ces prérogatives, moi, je peux admettre qu'on est arrivé à 100% de la gestion et que c'est parfait. Ça n'empêche pas que quand on est un démocrate et quand on vit dans une démocratie, même si vous avez la meilleure personne en face de vous et qui se présente et qui devient président de cet organe ou un conseil d'administration, les différents échelons de la gouvernance d'une structure, c'est pas parce que la personne est bien ou bonne, je ne prends même pas le cas où la personne est mauvaise, etc. Que la personne soit bien. Ce n'est pas parce que la personne est bien qu'elle peut se permettre d'oublier tout ce qui se passe dans une institution parce que vous avez une adhésion ou pas, peu importe, des personnes ou de quelques personnes autour de vous, vous pouvez vous permettre de vous dire, moi je fais fi des statuts, du règlement d'ordre intérieur, de la manière dont on arrive à la tête d'un organe. Non, ça ne se passe pas comme ça dans une démocratie. Nous avons un organe, nous avons des statuts, nous avons un règlement intérieur. Vous voulez devenir président? Eh bien, il y a des procédures pour ça. Vous voulez devenir enseignant? La même chose. Vous voulez devenir inspecteur de la religion islamique? Parce que là, quand même, c'est grave ce qui s'est passé aujourd'hui. Les procédures de désignation des inspecteurs de religion islamique, voilà, c'est entre quelques personnes, on décide, tu deviens, ou on te donne le poste d'inspecteur de religion islamique. C'est grave. Il faut des procédures pour arriver jusque-là. On a 2 ministres de culte. Moi, je n'ai rien contre les personnes. Bon, globalement. Mais c'est 2 postes qui sont clés. C'est 2 postes qui sont quasi à vie. C'est vraiment on parle de secrétaires de culte, quelque part, des sages qui sont au-dessus de l'exécutif. Mais quelle est la procédure qui a été utilisée pour désigner ces personnes? On nous parle d'aumônier en chef. On nous parle d'inspecteur en chef. Comment? Moi, tout ce qui m'importe, peu importe les personnes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, quelle est la voie qui a été utilisée pour que ces personnes soient dans les fonctions de responsabilité aujourd'hui. Et une fois qu'elles ont été nommées par un processus tout à fait démocratique, là, on peut parler de responsabilité et on peut demander des comptes à ces gens. Mais si ce processus n'est pas respecté, et que c'est entre telles personnes, entre amis, entre moi marocain et toi turc, on se passe, une fois c'est moi, une fois c'est toi, et des choses dans les coulisses qui pour moi, qui suis né quasi ici, je ne comprends pas comment on peut accepter ce type de fonctionnement. Donc c'est ça le plus important. Les personnes, c'est une chose, mais la gouvernance, et vous me parlez donc c'est un problème de gouvernance. Moi, je pense qu'il y a que ça. Parce qu'à partir du moment où vous êtes une personne bonne ou mauvaise, c'est les gouvernants, si elles sont bonnes, elles doivent faire en sorte que cette institution va fonctionner et faire en sorte qu'on ait des personnes qui gèrent convenablement les dossiers et faire en sorte, et leur demander des comptes, et faire en sorte que des personnes qui n'ont rien à faire dans ces dossiers puissent être, entre guillemets, éliminées dès le départ. Mais ce n'est pas en ouvrant la porte et en disant on fait ça, je te choisis, tu me choisis, et après on ne sait pas qui responsabiliser. Aujourd'hui, qui on va responsabiliser? Parce que certains vous disent on ne sait pas, l'inspecteur il est passé par là, le président, le vice-président ils sont passés par là.
On demande des comptes. Moi, je pense que c'est une question de gouvernance. Et c'est pour ça, quand vous me dites l'avenir, moi, l'avenir, je pense que nous avions fait, en 1998, je pense, nous avions fixé comme règle qu'il y ait que les personnes qui vont être interlocutrices des autorités, ben, c'est pas qu'on ne prend pas en considération les autres, mais qu'ils aient un minimum de formation. Et nous avons fixé quelque chose qui n'est pas très haut, qui est le baccalauréat, qui sont les humanités ici en Belgique. Donc, c'est pas un très grand diplôme, mais nous avons considéré que c'était un minimum pour avoir des gens qui puissent gérer des dossiers administratifs et aussi aller rencontrer des ministres, des chefs de cabinet. Nous avions fixé cette barre-là, sachant que dans notre communauté, effectivement, nous avions des personnes qui n'avaient pas, qui sont de très bons ouvriers, nous avons tous besoin de notre boucher, de notre coiffeur, etc. Mais ici, nous parlons d'un dossier administratif dans lequel nous devons avoir des personnes qui comprennent cela. Et beaucoup de problèmes que nous avons eus, c'est parce qu'effectivement, nous n'avions pas de personnes qui savent. Et encore aujourd'hui, quand on parle de cet organe et on fait n'importe quoi de cet organe, ce n'est pas savoir que c'est un organe purement administratif. Donc, nous avions fixé cette condition. Mais en 2005, une commission qui a été imposée par les autorités, en 2005, eh bien, on a décidé de retirer cette disposition qui disait qu'il fallait quelqu'un quand même qui ait les humanités pour accéder au conseil d'administration, donc à l'exécutif. Je ne parle pas de l'Assemblée générale. Donc, quand on parle de gouvernance, il y a des niveaux, il y a de l'expertise. Moi, je ne serais pas un bon coiffeur, je ne serais pas un bon mécanicien. Voilà, chacun a son place dans notre société. Et d'autres... Alors, d'autres questions. Une dame, Hajar Al-Moudni, qui parle de l'ingérence. Pour elle, il y a une ingérence des autorités belges et des États étrangers, mais ce qui m'interpelle, c'est aussi l'absence de la femme dans la gestion du culte et dans la gestion du quotidien du culte. Alors, moi personnellement, je ne suis pas favorable à ce qui se passe aujourd'hui dans la société, à fixer des quotas. En 2005, quand nous avons fait la proposition pour le renouvellement de l'organe, effectivement, nous avions fixé un quota pour qu'il y ait un minimum de femmes. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit venir tout à fait naturellement. Et nous avons aujourd'hui, je pense qu'on est à 50-50 de la communauté musulmane et de façon générale dans nos sociétés. Nous avons aujourd'hui dans nos communautés et dans nos sociétés, et parlons plus précisément de notre communauté, nous avons peut-être, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que nous avons des qualifications qui sont aujourd'hui supérieures dans la gente féminine que chez les hommes de confession musulmane. Ou égal à égal. En tout cas, les nouvelles générations, je les vois partout. Dans les banques, dans les institutions publiques, en politique, nous avons des femmes, elles sont là. Malheureusement, elles ne s'expriment peut-être pas suffisamment. Si on organise des élections, c'est vrai que nos mosquées sont encore mal organisées, où la femme a très peu voix au chapitre, mais il faut changer tout ça. Et que les femmes se battent. Aujourd'hui, il y a un mouvement de femmes ou de féministes musulmanes qui se disent nous avons droit au chapitre, autant c'est pas parce que nous ne pouvons pas être imams que nous n'avons pas droit au chapitre. Et donc, elles peuvent être, et des fois elles le font mieux que beaucoup d'hommes. Nous avons des expertises et ces expertises-là, elles doivent se présenter, se porter candidates et faire en sorte que si les hommes ne sont pas suffisamment intelligents que pour voter pour des femmes, c'est encore une bêtise, mais bon, s'il y a encore des hommes comme ça, parce que nous ne sommes pas dans un organe théologique, nous sommes dans un organe administratif, il faut que la communauté féminine se mobilise pour voter sur ces... Alors, je veux bien que pendant quelques années, ou je ne sais pas jusque quand, on puisse fixer des quotas. Je ne sais pas si ces quotas fonctionnent. Moi, je suis beau, même si quand on parle de quotas, pour moi, s'il y a 17 Pakistanais qui dirigent l'exécutif, j'ai aucun problème avec ça à partir du moment où c'est 17 personnes d'origine pakistanaise, mais qui sont citoyennes belges, qui sont qualifiées. Et s'il y a 17 femmes, il n'y a pas de problème. S'il y a 17 hommes, il faut que ces organes reflètent quand même notre société. Si nous sommes 50-50 et que les femmes aujourd'hui ont la possibilité et prouvent qu'elles ont une expertise à apporter, il faut que nos organes puissent refléter ça. Je souhaiterais que ça vienne naturellement.
que ça vienne naturellement et que les gens s'expriment dans les mosquées ou dans les enseignants, peu importe. J'avais une dernière question qui rejoint un peu votre fonction Mais actuelle. s'il faut des quotas temporairement, bon, s'il le faut, pour justement faire ressortir, faire émerger comme passage intermédiaire. Tout à fait. Alors, Serdouane Baroudi nous parle d'ingérence, mais je pense qu'on va revenir à ce problème d'ingérence dans une prochaine émission. Silmouddin nous parle des institutions qui gèrent le culte juif et qui, eux, n'ont de compte à rendre à personne en Belgique. Qu'est-ce que vous en pensez? Attention. Les juifs ou les catholiques, etc., n'ont de compte à rendre. Et c'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure de nos imams, il faut arriver à quelque chose qui soit similaire aux autres cultes. Un prêtre qui est formé, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, qui est formé au Vatican, qui est formé en Amérique du Sud, il n'a aucun problème, bien sûr, des problèmes réglementaires de pouvoir exercer, avoir le droit d'exercer dans le pays, mais ça c'est une question administrative. Mais sinon, qu'il soit formé au Vatican, à Rome ou à Sao Paulo, ça reste un prêtre et qui, s'il remplit les conditions pour travailler en Belgique, ben, il pourra travailler en Belgique. Il faudrait qu'on arrive à quelque chose de similaire en Belgique, que ce soit plus le fait de où est-ce qu'il a été formé, mais est-ce qu'il a le droit d'opérer, enfin, de travailler en Belgique. Bien sûr, il faut, je ne vais pas dire contrôler, surveiller. À partir du moment où il fait paisiblement son travail, il n'y a pas de souci. Mais si un jour on se rend compte que cet imam ou ce prêtre dérape sur ses propos ou sur la manière par rapport à l'état de droit, tout simplement, par rapport à nos lois, ben là, l'État doit intervenir. Donc, excusez-moi, la question c'était sur... C'était sur les représentants du culte juif. Alors, non, ils sont à la même enseigne. Alors, certains vont me dire, oui, ils ont plus de pouvoir, etc. Bon, j'entre pas dans ces considérations, moi je suis citoyen. Et à partir du moment où je suis citoyen belge, je suis comme le citoyen chrétien, comme le citoyen orthodoxe, comme le citoyen juif. Si j'ai des droits, soit je les obtiens directement, soit je me bats pour les obtenir. Le droit, la citoyenneté me donne ce droit-là. Maintenant, il ne faut pas confondre les juifs d'Anvers, qui sont des commerçants, et de brillants commerçants, et j'allais dire dans les émeraudes, dans les pierres précieuses, dans les diamants, ça c'est une chose. Et qu'ils ont peut-être avec ça une position plus... je ne vais dire pas plus importante, mais qui ont un levier plus important, c'est des milliards, et donc un levier plus important pour influer, pour prendre des décisions, etc. Ça, je pense que c'est dans toutes les communautés, c'est comme ça. Mais nos compatriotes belges qui sont juifs ou qui sont catholiques, au niveau du temporel du culte, ils n'ont pas plus de pouvoir. Ils n'ont pas plus de... Mais ils sont moins embêtés, d'après... Ils sont pas moins embêtés. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, sur cette question-là, je ne parle pas des autres questions. Je me suis exprimé sur l'espionnage. Je me suis exprimé aussi sur... peut-être pas directement ici sur l'islam. C'est pas... Monsieur le ministre n'a pas à nous dire de quel islam on doit avoir, etc. C'est une autre question. Mais sur le temporel du culte, je pense qu'il a raison. Il a besoin, nos amis juifs ou nos amis catholiques ou orthodoxes, etc., ils ont une structure, certes, qui est plus organisée que nous parce que ça émane de leur religion, mais à partir du moment où ils ont ça, ils ont aussi des problèmes. Hein. Je les ai côtoyés, ils ont aussi des problèmes. Mais nous, notre problème, c'est que le ministre ou les ministres disent « j'ai besoin d'un interlocuteur », mais l'interlocuteur que vous me donnez, soit moi, État belge, j'ai bidouillé, quand je parle de 1998, pour faire en sorte que cet organe ne soit pas là. Je veux les hommes que je veux, ou les femmes que je veux. Ça ne marche pas dans une démocratie, et ça foire, nous l'avons vu. Ou bien, vous avez le ministre ou les ministres qui adoubent certaines personnes, sachant que ce n'est pas démocratique, que ces personnes ne sont pas représentatives ou n'ont pas été élues démocratiquement, et que le mode de fonctionnement de leur institution... Quand on me parle de plusieurs années, on me parle de transparence, mais qu'il y a plusieurs années que cet organe ne s'est pas réuni, ou en tout cas un certain nombre de personnes de l'exécutif, de l'Assemblée générale, ça c'est des dysfonctionnements, et le ministre a le droit de dire, écoutez, moi j'ai besoin d'interlocuteurs qui soient fiables, parce que voilà, la loi, la Constitution me dit d'avoir des interlocuteurs, je vous dis de vous organiser, je ne m'ingère pas, en tout cas... Dans le passé, on s'est ingéré malheureusement, mais j'espère que celui-ci ou d'autres ministres diront « moi, je ne m'ingère pas, j'accepte la décision des musulmans si vous désignez des représentants, tant que ces représentants sont des citoyens
à qui on ne peut rien reprocher. Pas qu'on fasse comme la France, qu'on le reproche pourquoi il prie cinq fois à la mosquée, ça veut dire qu'il y a un signe de non. Par rapport au droit belge, que cette personne enfreint la loi. Là, le ministre ou notre justice doit intervenir, mais pas au-delà de cela. Donc, la différence entre communautés juives, catholiques, orthodoxes, c'est simplement parce qu'eux, aujourd'hui, sont organisés. C'est vrai que ça a été plus facile parce qu'ils ont une hiérarchie, et en général, cette hiérarchie, voilà, elle ne se discute pas, voilà, c'est comme ça, ils ont leur procédure. Nous n'avons pas cette hiérarchie. Nous avons proposé des élections, ces élections ont été organisées, malheureusement, elles ont été sabotées, on a le résultat jusqu'à aujourd'hui, et quand les ministres ont voulu être à l'écoute, les deux ministres à l'écoute, d'être à l'écoute des musulmans, ils ont choisi quelques musulmans. Et ces quelques musulmans, aujourd'hui, sont contestés soit par leur représentativité, soit par les dysfonctionnements de l'organe. Tout ça, ça doit évoluer, changer. Donc, pour vous, il faut revenir au scrutin. Alors, c'est ce que Mme Hajar de nouveau nous dit. Pour ma part, en termes de perspective, il faudrait s'atteler à réhabiliter l'Assemblée constituante des délégués, EES, issus des communautés locales, c'est-à-dire les mosquées. Alors, je me suis déjà exprimé sur cet aspect-là. Je ne pense pas, personnellement, ce que nous avions fait en 1998 était une expérience, certes riche, qui était bien étudiée. C'est un dossier qui a été étudié pendant plusieurs mois, si pas plus, pour arriver, ou plus d'une année, pour arriver au résultat de l'organisation des élections dans les mosquées, mais pas que, parce qu'il y a des lieux plus neutres qui ont été dans des écoles, je pense, et des administrations, des maisons communales qui ont ouvert aussi leurs portes pour accueillir les votants musulmans. Donc, c'était une expérience. Maintenant, avec le recul, et c'est mon avis personnel est qu'on a trop donné d'importance à cet organe, qui finalement, certes, c'est important, puisqu'il y a quand même les mosquées, c'est pas rien. Les mosquées, ça représente quand même une bonne partie de notre communauté. Et ici, il y a des personnes qui mettent jamais les pieds dans les mosquées, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas, malgré que certains d'entre eux ont voulu se hisser. La mosquée ne les a jamais intéressés, mais le jour où il y a eu un organe officiel reconnu, peut-être souvent aussi appelé par, il y a peut-être de l'argent, il y a peut-être des postes, etc., on va participer. Non, ça concerne les fidèles. Ça concerne les fidèles. Donc moi, personnellement, je ne pense pas qu'il faut repartir vers des élections qui sont à l'échelle nationale, avec toutes les mosquées, etc. Je pense qu'il faut revenir à un organe qui est purement administratif, qui concerne uniquement, il n'y a pas de théologie, il n'y a pas de tout ça, ça concerne des dossiers administratifs, et c'est quelque part même des technocrates qui doivent s'en occuper. Il n'y a pas besoin d'être ni imam, ni responsable. Choisi, désigné. Alors, maintenant, ça concerne 4 dossiers. J'ai dit le 5e, les médias, mettons-le entre parenthèses. Sur ces 4 dossiers, je pense qu'il faut que les 4 groupes de personnes concernées par ce dossier puissent s'organiser et dire, nous, mosquées de Belgique, nous allons nous organiser pour envoyer des délégués qui vont nous représenter dans une constituante, comme vient de dire Madame, dans une constituante pour défendre les intérêts des communautés locales, à savoir les mosquées. Les enseignants devraient faire la même chose, qu'ils se réunissent et démocratiquement élisent des délégués à envoyer à cette constituante. La même chose pour les aumôniers, pour les prisons et les IPPJ, et la même chose pour les imams. Je pense que ces 4 catégories sont suffisamment intelligentes que pour se constituer et envoyer des délégués qui les représentent dans cet organe de, je ne sais pas, on a sur des statistiques, etc., on a fixé le nombre à 68 historiquement depuis le Conseil supérieur des musulmans de Belgique, donc en 1991. Aujourd'hui, on peut revoir ce chiffre et voir. Mais bon, l'idée, c'est qu'on ait une assemblée et que cette assemblée puisse, elle, désigner des personnes qui seraient des exécutants ou des technocrates, des gens
qui peuvent maîtriser ces dossiers sans pour autant être partie prenante dans ces dossiers. Moi, je pense qu'il faut sortir aussi du conflit d'intérêts. Un enseignant, eh bien, il ne doit pas s'occuper du dossier de l'enseignement si lui-même est enseignant. Un responsable de mosquée ne doit pas s'occuper lui-même du dossier et ainsi de suite pour les imams, etc. Donc, essayez de trouver, nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, des experts hommes et femmes dans notre communauté qui peuvent être désignés par cette assemblée pour gérer des dossiers purement administratifs. On ne parle pas de halal et de haram ici. J'ai une mosquée à reconnaître, elle doit remplir un certain nombre de critères et je transmets aux autorités. La même chose pour les imams, la même chose pour les enseignants, la même chose. Bon, je caricature un peu, mais ça doit être quelque chose qui doit être beaucoup plus neutre. C'est clair. C'est clair. Alors, beaucoup de réactions, mais je pense que, comme je l'ai signalé au départ, c'est le début d'une série de débats que nous aurons chaque semaine. Je peux annoncer déjà que la semaine prochaine, donc mercredi prochain, nous aurons le président de Diyanat, donc, que nous avions déjà reçu, et qui va aussi intervenir en tant que représentant de l'islam, enfin de la gestion de l'islam en Belgique, et surtout le volet qui concerne la communauté belgo-turque, et que par la suite nous aurons donc d'autres intervenants autour de ce sujet. Alors en 30 secondes avant de passer à la dernière question qui concerne un peu les finances islamiques, le volet audiovisuel, pourquoi l'islam n'a pas encore droit à une présence au sein des médias? C'est un dossier que nous avions quelque peu entamé personnellement en 2003. Nous avions quelques pistes de réflexion, mais je n'ai pas suivi le dossier jusqu'à aujourd'hui. Mais il semblerait que, d'après ce que dit l'exécutif actuel, c'est une question de moyens. Je pense que nous avons des personnes très qualifiées dans le monde médiatique aujourd'hui et qui pourraient organiser, en tout cas techniquement, administrativement, et puis il faudra bien sûr avoir du contenu. Je pense qu'on peut l'avoir. Maintenant, c'est une question, d'après ce que je comprends, c'est une question de moyens, que voilà, l'exécutif déjà n'est pas autonome, et ça à terme, il faudrait, enfin, à terme, le plus rapidement possible, il faut que cet organe financièrement puisse devenir autonome et ne plus dépendre des autorités, parce que ça c'est juste, je ne vais pas dire une fleur, mais c'est quelque part, l'État belge ne finance pas les autres cultes, sauf je pense la laïcité, ne donne pas de l'argent pour l'organisation du culte, donc il faudrait que nous, musulmans, trouvions une piste pour avoir cette autonomie financière. Voilà. Après, c'est des négociations avec les autorités, les autorités publiques, enfin les médias publics. C'est quelque chose qui est un droit pour les musulmans, puisque les autres cultes l'ont. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être refusé aux musulmans. Je pense que ça n'a pas été une priorité. Ça devrait l'être parce que c'est important. Ça devrait l'être, parce que comment communiquer avec les musulmans? Exactement. Mais bon, ça, c'est quelque chose dont on peut... C'est laisser d'autres communiquer à la place de ceux qui doivent communiquer. Mais voilà, il y avait des priorités parce que bon, il y a des mosquées qui doivent être subsidiées, il y a des imams qui ont leur précarité financière. Bon, il fallait qu'on règle leur salaire. La même chose, je réduis pas les imams au salaire, mais je veux dire la relation administrative. C'est ça ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'organe temporel du culte. Et donc, la même chose pour les aumôniers, qui certains le faisaient aux heures qui leur restaient. Aujourd'hui, il y a 18 personnes qui peuvent être, ou qui sont payées par l'État, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est parce que c'était des dossiers qui étaient plus sensibles au niveau financier et qu'il fallait faire vivre des gens, tout simplement, et des gens qui travaillent. Alors, une dernière intervention d'un internaute avant le dernier volet. La reconnaissance des mosquées permet trop de concessions dans le culte musulman. C'est inacceptable d'avoir accepté ça. Oui, et je vous dis, je peux dire l'exécutif que j'ai présidé n'a pas accepté. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le dernier dossier que nous n'avions pas accepté. Alors, nous n'avons pas avancé sur ce dossier pour deux raisons. Sur tous les autres dossiers, alhamdoulilah, c'était fait. Sur ce dossier-là précisément, au niveau politique, Wallonie, Bruxelles, ce n'était pas prêt. Les textes, enfin voilà, nos élus du côté wallon et bruxellois n'étaient pas encore prêts avec des textes sur la reconnaissance des mosquées. Les Flamands étaient prêts, nous ont soumis un texte, nous avons revu ce texte, nous avons fait nos propositions, mais au moment final,
Au moment final, nous n'avons pas, nous, approuvé le texte qui nous a été soumis. Pourquoi? Parce que nous considérions effectivement qu'il y avait cette question de l'ingérence. Ce texte faisait en sorte qu'une mosquée devait être reconnue dans un processus et passer par le filtre de la sûreté de l'État ou du renseignement. À la rigueur, nous n'avions pas de problème si ça se fait pour les autres cultes, à condition que ça se fasse pour les autres cultes. Nous n'avions pas de problème. Mais là où nous avions un problème, c'est que cette mosquée n'avait aucun recours possible. C'est-à-dire, on vous disait que vous êtes noir, on ne vous dit pas pourquoi, et vous ne pouvez plus redéposer votre... En tout cas, ce moment-là, vous ne pouvez plus vous défendre et défendre votre dossier. Ça, nous avons dit non. Non, si une mosquée vous considérez qu'elle est une brebis galeuse, qu'elle est noire, eh bien, il faut lui expliquer et qu'elle puisse corriger ses fautes et vous représenter le dossier. Et la deuxième chose qui est liée, nous disions que si vous avez un problème avec une mosquée, un peu voilà comme ce qui se passe aujourd'hui en France, si vous avez un problème avec une mosquée, nous comprenons, mais le problème, vous l'avez avec des personnes. La mosquée, elle est gérée par des personnes. Eh bien, au lieu de fermer ou de ne pas reconnaître toute une mosquée, attaquez-vous, entre guillemets, poursuivez les gens qui sont à l'origine du problème. Si c'est des personnes qui posent un problème, que ce soit de radicalisme, de mauvaise gestion, de dilapidation de l'argent ou de fraude ou de l'argent noir, enfin, on peut imaginer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Eh bien, que ces personnes, pas par rapport au contenu, que ces personnes, si elles enfreignent, elles enfreignent la loi belge et qui font que ça pose un problème à la mosquée, eh bien qu'on vise la personne ou les personnes et pas la mosquée. Parce que la mosquée, il y a des personnes qui habitent le quartier, ils sont là parce qu'ils sont des fidèles parce qu'ils habitent le quartier. Demain, s'ils déménagent, ils ne vont pas forcément revenir sur cette mosquée-là. S'ils sont à 10 km, ils vont aller dans une autre mosquée. Il ne faut pas punir les gens, les riverains qui vont dans ces mosquées, mais plutôt, si vous avez des problèmes, qui peuvent être tout à fait entendus, être réglés à ce niveau-là. Alors, au niveau des personnes. Donc ça, c'était un peu la raison pour laquelle on n'a pas avancé sur ce dossier. D'accord. Alors, une dernière remarque d'un internaute, c'est Mohamed, je me demande qui sont ces personnes qualifiées dans le domaine médiatique. On pourrait quand même les voir, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux de l'exécutif. Une réaction? Oui, mais écoutez, maintenant, on voit que flan ou flan ou flan, mais nos écoles, moi, j'ai eu des jeunes qui sont venus me voir pour superviser leurs travaux de mémoire par rapport à un sujet sur lequel vous aviez parlé tout à l'heure, qui est la finance islamique, mais qui étaient dans des écoles de communication et qui avaient choisi ce sujet-là. Il y a différentes raisons, mais nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont très bons, qui sont formés à la communication. Donc moi, je ne pense pas qu'on aura de problème à trouver des personnes qui sont compétentes en communication. Maintenant, le contenu, c'est autre chose. Le contenu, on peut régler les aspects administratifs avec les autorités, etc. Maintenant, il faut du contenu. Le contenu, il doit se travailler. Je pense que nous avons aujourd'hui aussi, c'est pas forcément, il y a des imams, il ne faut pas non plus les mettre de côté. Ceux qui ne parlent pas le français ou le néerlandais, on les a eus, ce sont nos parents ou les personnes qui nous ont appris beaucoup de choses. Il ne faut pas aujourd'hui dire on n'en a plus besoin. Certains d'entre eux ont encore beaucoup de choses à dire. On peut encore aujourd'hui, comme un imam, un prêtre orthodoxe qui viendra en Belgique et qui ne connaîtrait pas le français, on fait une interview, on sous-titre ou on traduit. Donc, je ne pense pas que c'est un problème. Et puis, nous avons aujourd'hui de nouvelles générations d'imams. Il suffit d'ouvrir Internet et de voir qui s'expriment en français. Des jeunes qui sont nés ici, peu importe où ils ont étudié, mais qui ont un contenu aujourd'hui et qui sont écoutés par notre communauté. À partir du moment où ces imams sont audibles et qu'il n'y a pas de problème dans la manière, enfin dans ce qu'ils disent par rapport à la loi belge, à notre droit, moi je pense que c'est un bon contenu. Et puis l'islam, il n'y a pas que les imams. On peut parler de différentes choses. Vous parlez de finance islamique, mais on peut faire une émission sur la finance islamique, on peut faire une émission sur l'abattage, sur des aspects plus techniques. Et là, on n'a pas besoin d'un imam, on a besoin de quelqu'un de plus technique. Donc, je pense que le contenu, on peut le trouver. Moi, j'ai confiance dans la génération future. Et c'est une des conditions, je pense, que pour aller de l'avant, c'est que, et je l'ai dit l'autre jour dans un autre média, c'est que les personnes comme moi et d'autres qui ont vécu ce dossier doivent accepter aujourd'hui de faire un pas de côté.
de nous retirer. Enfin, moi, je me suis déjà retiré et j'ai aucune volonté de revenir à la charge en tant que dans un poste de responsabilité. Ça, c'est une page qui est tournée depuis 2005. C'est officiel, c'est s'il vous plaît? C'est officiel? Oui, moi, si demain, moi, si demain on me demande la responsabilité au niveau de l'organe chef de culte, oui. Au niveau de l'organe chef de culte, ce sera un non. Donner, comme je vous donne aujourd'hui, des idées, si je peux aider pour faire avancer le dossier au niveau d'une commission ou je ne sais pas quoi, d'un texte, l'expérience que nous avons, nous le mettrons au service de la communauté. Mais la responsabilité au niveau de l'organe chef de culte, c'est une page qui est tournée depuis longtemps. Très bien. Comment se portent les finances islamiques? Alors, s'il vous plaît, juste une chose qui est très importante avant de passer à la finance islamique, c'est le mode d'élection. J'ai dit qu'il fallait que ce soit un organe purement administratif, qui ait de la gouvernance, qu'on puisse respecter tout ça. On n'a parlé pas d'ingérence des autorités, soit des autorités belges, soit quelles que soient les autorités étrangères, qu'il y ait non plus d'ethnicisation de ce dossier, qu'on est aujourd'hui avec des nouvelles générations qui pensent belges. Et ils ont des origines, mais qui sont aujourd'hui des citoyens belges. Et donc, il faudrait un organe qui puisse plutôt refléter cette citoyenneté plutôt que des appartenances ethniques. Mais il y a une chose importante, et je sais que des personnes ne vont pas être contents avec cela, c'est que moi, j'aimerais que s'expriment des enseignants, des mosquées, je voudrais les entendre parler. Mais plus des associations, coupoles ou fédérations, etc., qui disent « je représente ». Malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés aujourd'hui à ce niveau de représentativité qui me garantit que cette fédération ou cette organisation représente effectivement les mosquées ou les enseignants ou autres. Nous l'avons vécu en 2005 où des présidents de mosquées ont signé une lettre, 5 unions de mosquées, plus une radio dont je ne vais pas citer le terme, plus une coordination politique, je ne sais pas quoi, enfin, ont signé un courrier à la ministre pour lui demander des élections générales. Nous sommes descendants dans les mosquées. Et nous avons dit à ces fidèles, est-ce que c'est vous qui avez chargé ces présidents, vos présidents, d'envoyer ce courrier à la ministre pour demander des élections générales? De toutes ces mosquées-là, de toutes ces unions, aucune n'a validé ce que son président avait dit. Et beaucoup d'entre eux ont été d'ailleurs, ou quasi la majorité, ont été démis de leurs fonctions. Ça veut dire tant qu'on ne prouve pas qu'une fédération, aucune coupole, peu importe, a été élue démocratiquement en me disant que tel jour, on a un PV d'une réunion dans laquelle se sont réunis tel nombre de mosquées et on a donné tel programme et on a validé et on a voté, d'accord. Mais tant qu'on n'a pas ça, que ce sont des organisations qui disent depuis 25 ans ou depuis 5 ans qui disent « je représente », ça ne doit plus marcher. C'est très clair, c'est Boulif. Alors, les finances islamiques, comment ça se porte? Je vois qu'on retrouve le sourire. Ben oui, parce que moi, le dossier c'est pas que ça m'intéresse plus. Bien sûr, je suis en tant que citoyen, je suis pas imam, ni enseignant, ni. Mais ça m'a fait appel à vous par votre expérience et votre. Voilà, tout à fait. Mais et nous vous remercions d'avoir répondu positivement à notre appel. Voilà, je ne suis plus dans ce dossier, mais en parallèle, comme vous l'avez dit, professionnellement, j'ai été sur un registre qui est aussi lié à l'islam. Et voilà, j'ai fait carrière sur une partie, en tout cas, enfin, une bonne partie de ma carrière sur la finance islamique. Et donc, voilà, la finance islamique, elle se porte, disons, bien. Nous n'en avons malheureusement pas ici en Belgique parce qu'il y a encore des obstacles mentaux. Parce que de nouveau, on oublie que c'est une finance, donc c'est quelque chose de très concret. C'est pas du religieux. Il n'y a pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sur les contrats ou un verset du Coran ou un hadith. Non, ce sont des documents qui souvent, ce sont des contrats qui finalement sont des montages différents. Et pas toujours. C'est des virgules et des apostrophes qui sont différents par rapport à des pratiques qui existent ici en Occident, mais qu'on appelle islamiques parce que on ne peut pas avoir le gharar, la non-transparence ou le hasard, il ne peut pas y avoir d'intérêt, etc. Ce sont des spécificités liées à notre religion, mais des contrats sans intérêt, il y en a aussi dans d'autres institutions. Vous dites obstacle de qui? Oui, aujourd'hui, il est difficile quand on parle de finance islamique. C'est pour ça que moi, je suis pour qu'on parle de finance, disons,
comme au Maroc, on parle de finances participatives. Par exemple, en Turquie, on parle de finances participatives parce qu'on sait que quand on dit islamique directement, demander à un musulman, par exemple, d'aller mettre son argent dans une banque juive, il va se dire, mais c'est une banque juive, religieuse, etc. Il y en a hein, des banques à Israël, des banques juives. Donc, pour le musulman, non, ce sont des banques, des institutions financières qui sont ouvertes à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Vous avez la Banque islamique d'Angleterre, qui est aujourd'hui Ryan, je pense qu'elle a changé de nom, Banque Shaabi à Paris. Ils ont des clients qui sont non musulmans aussi, parce que les gens ne viennent pas pour le contrat, ils viennent pour le projet, ils viennent pour l'efficacité et le service, et pas pour l'aspect religieux. L'aspect religieux, ça ne concerne que les musulmans. Donc moi, je dis que cette finance islamique, aujourd'hui, elle va bien. Malheureusement, aujourd'hui, en Belgique, quand on parle de finance islamique, bon, c'est lié à tout le contexte de l'islam. Nous avons aussi des extrémistes qui ne sont pas que musulmans, qui aujourd'hui, dès qu'ils entendent l'islam, ça pose problème. On a un problème dans notre communauté qui veut la finance islamique. Quand on interroge, tout le monde veut la finance islamique, mais très peu bougent sur ce dossier, très peu. Presque personne ne bouge sur ce dossier, donc il y a un problème au niveau de notre communauté. Et je ne demande pas ça à la masse des citoyens, je parle surtout de nos experts. Nous avons des experts qui travaillent comme cadres dans les banques, au ministère des Finances, etc., qui peuvent faire beaucoup pour cette finance aujourd'hui. Et je pense que une bonne négociation avec les autorités, avec le secteur bancaire, peut aboutir à quelque chose. Puis nous avons les banques qui ont peur, ils ont un risque d'image. Si nous faisons de la finance islamique, combien allons-nous gagner de clients et combien allons-nous perdre? Mais il y a des réponses à tout ça. Sinon, globalement, aujourd'hui, la finance islamique va bien. Au Maroc, j'ai pu travailler avec les ministères, avec la Banque centrale, avec les banques islamiques au Maroc là-bas les années précédentes. Et donc, les choses avancent assez bien. Il y a encore des obstacles, bien sûr, c'est nouveau, les gens ne connaissent pas, mais globalement, ça va. Au niveau mondial, c'est même très bien parce qu'aujourd'hui, c'est la Banque mondiale qui en parle, c'est le Fonds monétaire international des États, la Grande-Bretagne ou le Luxembourg, le ministère public, c'est-à-dire l'État luxembourgeois, l'État allemand, aussi un des lenders allemands, et l'État britannique ont émis ce qu'on appelle des obligations islamiques, j'aime pas beaucoup, mais ce qu'on appelle les soukouk. On les assimile un peu à des obligations islamiques, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est l'État britannique qui n'est pas musulman, qui n'a rien à voir avec l'islam, qui avait une opportunité de lever des fonds sur des contrats islamiques que sont les soukouk. Ils l'ont fait, c'était plusieurs centaines de millions d'euros pour le Luxembourg et pour la Grande-Bretagne. D'autres pays aussi l'ont fait, bien sûr, y compris les pays musulmans. Le Maroc l'a fait aussi il y a 2 ans, je pense, pour une émission de Soukouk. Donc, la finance islamique va bien et je pense qu'il y a une opportunité. Je pense que ce qui s'est passé lors du Covid, de cette pandémie que nous vivons, c'est que beaucoup se sont dit oui, les musulmans, on a vu des posters, des trucs à New York, en Angleterre, dans des abribus, etc. On vantait un peu la pratique des musulmans, disant oui, mais les musulmans se lavent 5 fois les mains par jour. Ah, ils font ceci, ils font cela. Oui, nous avons c'est ce à quoi j'encourage les musulmans, c'est de ne pas avoir honte de leur islamité entre guillemets, ou de leur religion, c'est qu'ils doivent, en tant que chercheurs, en tant que cadres, en tant que médecins, ils ont bien sûr, comme moi, j'ai un acquis qui est lié à ma scolarité de ma primaire jusqu'à l'université, de tout ce que j'ai pu acquérir, tout ce que la Belgique a pu me donner dans le contexte occidental, mais j'ai quelque part aussi, on a un patrimoine qui est notre patrimoine religieux qui vient de l'islam, qui a donné énormément de choses. Alors, je ne suis pas nostalgique à dire que les musulmans ils ont fait pas mal de belles choses, mais ils ont aussi massacré et commis des crimes dans leur histoire aussi. Donc, je ne vais pas enjoliver l'histoire de l'islam, mais tout le monde reconnaît qu'à partir d'une religion, on a développé, ça a donné lieu à une civilisation. Je pense aujourd'hui, ça s'est estompé durant les derniers siècles. Moi, dans le domaine de la finance islamique, aujourd'hui, des docteurs d'économie, des prix Nobel d'économie aujourd'hui qui ne sont pas musulmans,
trouve qu'aujourd'hui, les musulmans apportent beaucoup dans la réflexion sur les solutions par rapport à l'économie mondiale. Tout ce problème de l'entêtement, de la spéculation, tous ces trucs-là, eh bien, l'islam a cadré cela. Il y a un périmètre dans le fiqh al-mu'amalat qui dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Il y a une grande marge de manœuvre et il y a quelques règles. Tant qu'on respecte ces quelques règles-là, on peut être très créatif. C'est ce qu'ont fait les musulmans ces dernières années avec la finance islamique et c'est reconnu aujourd'hui par les grandes instances qui disent que l'islam a pu apporter quelque chose ou apporte quelque chose à la réflexion économique et financière. Mais je pense qu'on peut continuer à le faire aussi dans la médecine, dans les autres sciences. On est aujourd'hui des Occidentaux, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, musulmans qui vivons en Occident, nous sommes des Occidentaux, donc nous avons un bagage plein qui est de tout ce que nous avons pu acquérir dans ce pays ou dans les pays occidentaux. Certains ont étudié dans des universités américaines ou britanniques et sont revenus en Belgique ou restés là-bas. Donc nous avons ce patrimoine-là, mais à côté de ça, n'oublions pas que nous avons un autre patrimoine et il ne faut pas en avoir honte et qui peut aujourd'hui aider à la réflexion. Quand moi je parle d'environnement, l'islam a dit quelque chose sur l'environnement. Bien sûr, je ne dois pas venir avec une mitraillette, etc. et l'imposer, mais je dis en tant que chercheur, en tant que praticien de l'environnement, expert de l'environnement musulman, qui a un fond, enfin qui est de religion musulmane, eh bien, je peux dire que voilà, sans vraiment brandir un drapeau et dire l'islam on est là, les musulmans on est là, mais dans ma réflexion, dans les rapports que je fais, dans les propositions que je fais, que je sois politicien, que je sois cadre, etc., je peux m'inspirer de cette histoire et contribuer à des choses qui peuvent être très belles à notre citoyenneté ici en Belgique. Monsieur Boulif, merci beaucoup. Nous sommes restés avec vous pratiquement 1h30. Nous avions prévu 1 heure, mais l'actualité nous obligeait à approfondir un certain nombre de choses sur la gestion actuelle de l'islam. Il y avait aussi les internautes qui réagissaient énormément, et vous avez eu l'amabilité de répondre un peu à leurs questions. Encore une fois, je vous remercie. Je vous rappelle que c'est à notre demande que nous vous avions invité à participer à cette série d'éditions spéciales que nous consacrons à la gestion de l'islam en Belgique. Je rappelle que la semaine prochaine, nous recevons M. Bayazgoul, représentant de Diyanat, avec qui nous allons oui. Je vous remercie. Et une toute dernière chose, c'est d'insister sur le fait que si nous voulons voir l'avenir positivement pour ce dossier, s'il vous plaît, faisons la part entre ce qui est islam et musulman et puis le temporel du culte. Sinon, nous nous en sortirons pas. Il faut séparer. C'est un organe administratif que nous voulons, qui ne soit pas un organe représentatif des musulmans de Belgique. Si les musulmans veulent s'organiser pour avoir un organe représentatif des musulmans de Belgique, qui leur parle du halal et du haram, ça les concerne, ils n'ont qu'à s'organiser pour. Le message est clair. Merci beaucoup, Boulif. Merci beaucoup aussi pour votre invitation. Et donc, merci à vos auditeurs aussi. Merci. J'espère que nous aurons le plaisir de vous recevoir dans d'autres circonstances. Donc, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition, toujours sur la gestion de l'islam en Belgique avec un autre invité. Bonsoir. Et avant de quitter, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à notre réalisateur ce soir. C'est Atman. Alors, c'est Atman. Joyeux anniversaire. Bonsoir et à la semaine prochaine. Ok, bonsoir. Salam alaikum.